Bienvenue à tous. Donc pour un webinaire qui va durer 1 heure. Donc pour information par rapport à la limite technique, le nombre de participants est limité à 100 et on va les atteindre, je crois. Donc seuls les 100 premiers connectés vont pouvoir assister à ce webinaire, mais une deuxième session va être organisée. Pour information, dans le cadre de la RGPD, je dois aussi vous informer que ce webinaire est enregistré et sera mis à votre disposition sur notre site web dans la section publication vidéo. Pour le confort de tous, votre micro ainsi que tous les autres participants seront coupés pendant tout le webinaire. Par contre, vous pouvez poser des questions. Les questions sont à nous faire parvenir par écrit dans le module questions en bas à droite et elles seront traitées à l'issue de chaque intervention ou à la fin où on attribuera entre 10 à 15 minutes de questions. L'objectif du webinaire, notamment sur la blockchain, est bien sûr de partager vos expériences autour de cette technologie. À la fin du webinaire, une enquête s'affichera à l'écran. Merci de prendre quelques minutes pour y répondre. Alors, la blockchain est-elle un effet de mode prisé par les acteurs de la tech? Donc, la semaine dernière a déjà eu lieu un webinaire sur l'intelligence artificielle et l'efficacité industrielle avec Pierre Baudel de HPE. C'est un webinaire que vous devriez pouvoir réécouter également une fois les autorisations nécessaires validées. La blockchain, pour nous, elle est bien connue, mais pas forcément du domaine du grand public. La Bitcoin, elle a rendu célèbre. Et ses applications business se sont précisées, loin de l'effondrement de la Bitcoin. Et pour faire grandir les futurs champions de la tech, SCS donc a choisi de faire de la pédagogie, de la sensibilisation autour de cette technologie pour ses membres, mais aussi ses partenaires. Donc ce webinaire vous est destiné à vous, entrepreneurs ou porteurs de projets, si vous souhaitez apprendre les principes de la blockchain, si vous souhaitez comprendre comment elle est implémentée, et si vous souhaitez aussi initier un nouveau projet intégrant la blockchain. Au programme. Comprendre la blockchain donc avec les grands principes, suivi de 3 cas d'usage très concrets de la vie réelle autour de l'automotive, de l'emploi et de la formation, et enfin de la lutte contre les violences dont on parle tant en ce moment de confinement. Ensuite, un volet sur les freins à l'adoption de cette technologie, et enfin, les questions clés à se poser pour implémenter la blockchain dans un projet. Dois-je créer une blockchain ou puis-je prendre une blockchain existante? Quel impact sur le financement de mon projet? Quel impact écologique aussi sur mon projet? Et quel risque et quelle pérennité pour ma blockchain dans le futur? Nos intervenants, nos experts. Julien Bonnel, responsable innovation chez CIMAG by BNP Paribas. Et Bruno Chara, donc CEO de Nexus, qui est consultant et qui est également serial entrepreneur dans le domaine de la blockchain, mais aussi NFC, sécurité et intelligence artificielle. Et également présent dans de nombreux comités et jurys au sein de SCS. Donc ces 2 intervenants vont partager avec vous leur savoir-faire pour initier un projet intégrant la blockchain et vont vous indiquer aussi les bonnes questions à se poser et les méthodes à appliquer. Julien va commencer et va vous éclairer sur les risques, notamment aussi liés à cette technologie. Et en fin de webinaire, Bruno nous rassurera et reviendra sur les questions clés qui vont permettre de limiter les risques et les freins à l'adoption de la technologie. Donc, je vais laisser la parole à Julien. Bonjour à tous. Je te mets en présentateur, ok. Ok. Super. Donc, merci à tous d'être au rendez-vous de ce webinaire dans lequel nous allons partager les clés de la compréhension de la blockchain et de ses cas d'usage. Mon nom est Julien Bonnel. Je suis responsable innovation au sein de CIMAG. CIMAG est une filiale du groupe BNP Paribas rattachée à l'entité Personnel Finance du pôle international Financial Services. CIMAG a plusieurs activités dans le métier d'éditeur de logiciels. Historiquement, nous réalisons et commercialisons des logiciels métiers pour le monde du retail, comme des systèmes d'encaissement, des solutions de pilotage de programmes de fidélité et d'interaction avec les clients. Notre centre de recherche et développement est à Sophia Antipolis, en région sud, près de Nice. Nous avons commencé à travailler sur la blockchain en 2014, dans le cadre de notre démarche d'innovation proactive pour répondre aux évolutions et enjeux de nos secteurs d'activité et de nos clients. Nous avons identifié les apports de la blockchain sur plusieurs sujets. Pour résoudre des problématiques liées à de nouvelles normes réglementaires, comme par exemple la traçabilité des données et des traitements dans le cadre de la RGPD,
le règlement général sur la protection des données, ou les contraintes liées aux nouvelles normes NF 525 pour lutter contre les fraudes à la TVA, mais aussi pour résoudre des problématiques de sécurité et de confiance vis-à-vis de la multiplication des points de contact et des données. À l'agenda de mon intervention, une première partie où je vais expliquer dans des mots simples comment les résoudre. Pour commencer, je vais résumer la blockchain en quelques mots. La blockchain, c'est un ensemble de technologies qui, sans intervention humaine, permet de gérer un registre de transactions digitales, sécurisé et infalsifiable, sans autorité centrale. Un ensemble de technologies transparent et sécurisé, car reposant sur des technologies open source et dupliquées sur N nœuds, N machines. Un ensemble de technologies qui crée une chaîne de confiance entre différentes parties prenantes. Ce sont ces technologies qui ont permis la création de la crypto-monnaie Bitcoin en 2008. Les cas d'usage ne se limitent pas aux crypto-monnaies, comme nous allons le voir dans ce webinaire. D'ailleurs, le World Economic Forum a positionné la blockchain dans les topics de la 4e révolution industrielle. Concrètement, deux personnes ou entités s'accordent sur une transaction. Transaction qui peut être un contrat, de l'argent, de la marchandise et autres. Cette transaction est cryptée et validée par du code informatique via un protocole de consensus. Il existe différents protocoles de consensus. Les plus connus étant les consensus par la preuve de travail et par la preuve d'enjeu. Ces protocoles de consensus vont influencer les temps de traitement, la sécurité ou la consommation énergétique d'une blockchain. Cette transaction est ensuite enregistrée dans un bloc qui va être dupliqué sur N nœuds, N serveurs. Les principaux atouts de la blockchain sont la sécurisation des transactions digitales sans autorité centrale, la création d'une chaîne de confiance entre différentes parties prenantes. Les cas d'usage de la blockchain sont nombreux. La blockchain peut permettre de gérer des identités, de sécuriser des données et des transactions, d'authentifier et d'autoriser. Elle permet aussi de gérer des contrats intelligents. Elle peut également tracer des biens et des actifs, ainsi que beaucoup d'autres cas d'usage que nous allons introduire via des exemples de projets concrets. Le premier cas d'usage que je vais présenter est le projet automotive Smart IoT for Mobility. Un projet qui réunit plusieurs acteurs de l'écosystème du pôle SCS, acteurs académiques avec l'Université Côte d'Azur, le CNRS et l'INRIA. Acteurs industriels avec Renault Software Lab et CIMAG. Un projet soutenu par le ministère de la Recherche et la Direction générale de l'armement. Le projet Smart IoT for Mobility vise à créer un carnet de santé qui permet d'enregistrer d'une manière infalsifiable et sécurisée l'ensemble des événements survenus dans le cycle de vie d'un véhicule et de partager de manière sécurisée ces données avec des partenaires autorisés. La blockchain va faciliter le partage d'informations entre les parties prenantes de manière automatisée, transparente et en toute sécurité. Pour des bénéfices attendus pour toutes les parties prenantes, comme les constructeurs et leurs réseaux, les assureurs ou les financeurs, mais également pour nous, les usagers automobilistes, avec de nombreux objectifs de bénéfices, comme nous redonner le contrôle de nos données, avoir accès à plus de transparence et à de nouveaux écosystèmes. Le champ des possibles est large. Le second cas d'usage est le projet de R&D Open Emploi, impliquant lui aussi plusieurs membres de l'écosystème du pôle SCS, comme MinMatcher, Memotix et CIMAG, avec le soutien entre autres de la région Sud, de la Direct, de Pôle emploi, de l'APEC et du réseau d'émissions locales pour l'emploi. Le projet de R&D Open Emploi vise à construire une chaîne de confiance sur les données et de compétences des individus tout au long de leur vie. La blockchain va être utilisée pour authentifier les compétences et certifications des usagers, sécuriser et certifier les données alimentant la plateforme IA. Ce projet va agir sur de nombreuses thématiques visant à apporter de la valeur ajoutée à toutes les parties prenantes, financeurs, régions, gouvernements, acteurs institutionnels, Pôle emploi, l'APEC, les directs, les missions locales pour l'emploi, les usagers, chercheurs d'emploi, entreprises et nous tous. Les bénéfices attendus de la blockchain: créer une chaîne de confiance dans les données manipulées par l'IA, avoir un badge numérique avec une authentification forte, favoriser la fluidification du marché de l'emploi par des échanges de confiance. Le troisième cas d'usage est le projet IOP,
qui vise à construire une chaîne de confiance pour renforcer les preuves et lutter contre les violences conjugales, domestiques, professionnelles et autres. Ce projet qui implique IOP et CIMAG est soutenu par la Banque européenne d'investissement et la Fabrique Aviva. Parce qu'en 2018, en France, les chiffres montrent que 25 enfants, 34 hommes, 123 femmes sont morts victimes de violences domestiques. Et la situation ne s'est pas améliorée depuis 2 ans, comme de tristes actualités ont pu le montrer ces dernières semaines. Les chiffres montrent également qu'en 2018, il y a 19% de plaintes de viol en plus et 40% de condamnations en moins. En analysant encore les chiffres, on constate que sur 1000 victimes de viol, 100 portent plainte. 73 plaintes sont classées sans suite, faute de preuves. 9 plaintes sont classées sans suite après enquête préliminaire, faute de preuves encore. 4 plaintes sont requalifiées en agression sexuelle, faute de preuves encore et encore. Et au final, une seule personne est condamnée. Notre réponse, une application mobile couplée à la blockchain pour capturer des preuves, rendre ces preuves recevables via la chaîne de confiance, transmettre les preuves de manière automatisée à la chaîne pénale, force de police et magistrats. Aucune intermédiation humaine, aucun risque de falsification. Cette application sera accessible sur les plateformes de téléchargement dans les prochaines semaines. Je vais maintenant présenter les freins à l'adoption de la blockchain et comment les réduire. Les freins à l'adoption de la blockchain sont multiples. Les blockchains sont des technologies émergentes, 12 ans d'existence. De nombreuses blockchains cohabitent, des blockchains publiques, privées, de consortiums, et dans chaque groupe, il y a de nombreuses implémentations de blockchain pour apporter des solutions à des problèmes différents. Crypto-monnaie, gestion d'identité, authentification, traçabilité des transactions, contrats intelligents, etc. Les blockchains évoluent vite, sans toujours garder une compatibilité ascendante. Elles perdent parfois des propriétés. Les API pour interagir avec chaque blockchain sont différentes. Il est donc très difficile de choisir la bonne blockchain. Notre réponse pour accélérer l'adoption de la blockchain. La solution Blocksie, une solution multi-blockchain pour passer d'une blockchain à une autre en fonction des cas d'usage et des contraintes. Une solution cross-blockchain pour adresser plusieurs blockchains simultanément. Pour de nombreux bénéfices, intégration simplifiée, il devient plus simple de passer d'une blockchain à une autre, pérenniser ses investissements et se projeter dans le futur en n'étant pas bloqué par un mauvais choix de blockchain, résoudre des problèmes industriels en pouvant adresser plusieurs blockchains simultanément. La solution Blocksie est une plateforme et un set d'API multi- et cross-blockchain, avec des fonctions et services d'accès aux blockchains et à des fonctions métiers comme la traçabilité ou le paiement. Blocksie fournit des services de blockchain. Blocksie se déploie dans des clouds, publics ou privés. Blocksie se déploie également dans tout système d'information. Blocksie est totalement documenté. Je vous invite à scanner ce QR code pour accéder à sa documentation. Merci beaucoup Julien pour la précision et le respect du timing, c'est parfait. Donc on va passer la parole à Bruno Chara, donc CEO de Nexus, cabinet de consulting. Donc Bruno Chara, je suis passé par plusieurs sociétés précédemment dans le design de puces, le carte à puce, le gestion des achats sur Internet et autres rôles. Et donc en fait j'ai créé Nexus en juillet 2019, donc pour aider les sociétés pendant la phase d'innovation d'avant-projet et qui peut continuer jusqu'au suivi du projet avec des partenaires sélectionnés pour la partie production. Dans les offres technologiques que je supporte en consulting, on va retrouver du machine learning, de la sécurité, principalement sécurité embarquée, NFC, blockchain et tout ce qui est design et circuit intégré.
Donc là, sur ces domaines-là, j'ai plusieurs années d'expérience, certains 20 ans, d'autres 6 ans. Et donc, c'est pour ça que le scope est assez large. Donc, dans cette partie initialisation de projet, je vais accélérer tout ce qui est innovation. Donc, avec une partie analyse des besoins de société, une vision business que j'ai pu acquérir également, et ensuite proposer des architectures, proposer des dépôts de brevets ou analyser des brevets, faire éventuellement du reverse engineering sur certains produits, et ensuite délivrer des prototypes, des rapports ou des outils librairies. Et en parallèle, je fais également de la recherche sur un mix d'intelligence artificielle mixé à de la sécurité. Et j'applique ceci sur des différents marchés ou différents produits. Parmi ceux-ci, on va retrouver tout ce qui est mobile payment, objets connectés, et plus généralement donc de l'IoT, mais également tout ce qui est automobile avec tout ce qui est électronique lié à la mécanique, et enfin traitement des données, et principalement sur ce qu'on appelle des time series, donc c'est des données qui évoluent dans le temps. Donc concernant la blockchain, je vais vous expliquer dans un premier temps les risques, ou quelques risques que l'on peut avoir donc sur votre projet blockchain. Donc il peut être basé sur différentes blockchains comme vous avez pu voir précédemment. Donc on va retrouver du Bitcoin, Ethereum, EOS, IOTA ou Stellar par exemple. Donc les premiers risques, ce sont les outils. Les outils de développement de blockchain. Dans mes expériences passées, j'ai dû perdre à un moment donné plus de 3 semaines à cause d'un outil qui n'était pas stable. Parce qu'en fait, toutes ces blockchains sont assez récentes en fait. Et donc, les outils qui les accompagnent ne sont pas totalement stables. Donc, il va falloir prendre en compte ce type de risque dès le départ. Ensuite, un risque pour votre projet qui peut être un risque de timing. Vous avez certaines blockchains qui mettent 10 minutes, 1 heure à valider une transaction, alors que dans certains cas, vous allez avoir besoin d'une validation de transaction en 10 secondes ou 1 seconde. Donc, il va falloir choisir la bonne blockchain. Des risques écologiques, donc c'est pas forcément un risque pour votre projet, mais c'est plus un risque pour la planète. Donc, il va falloir prendre ça en compte pour certaines sociétés qui sont sensibles à ce domaine-là, et on le verra dans le dernier slide. Des risques de volatilité. Donc, ici, c'est une courbe de valeur d'une blockchain qui s'appelle Ethereum, donc qui aujourd'hui est dans les $200 le token, et qui était à un moment donné à $1 200. Donc, vous imaginez si vous achetez des tokens pour faire tourner votre blockchain lorsque la valeur est à $1 200 et que vous l'utilisez à $200, vous avez fait une grosse perte d'investissement. Ensuite, des risques de sécurité. Donc, les blockchains par elles-mêmes sont sécurisées dans l'état actuel, en attendant les ordinateurs quantiques, mais ça, c'est une autre histoire. Mais en fait, la plupart des hackings sur les blockchains se font sur ce qui est infrastructure, donc tout ce qui est gestion autour de la blockchain. Et j'ai un cas très précis qui est le premier, qui est sur NiceHash, où en fait j'ai commencé mon expérience en ayant des mineurs, donc faire du minage chez moi, pour comprendre comment ça fonctionnait. Et en fait, le NiceHash s'est fait hacker de 4500 bitcoins. Et donc, du coup, mes bitcoins de minage étaient là-dedans. Donc, je les ai perdus. Et ils se sont dit, ben, on va les rembourser. Ils sont toujours en cours de remboursement depuis 2017. Ensuite, des problèmes légaux que l'on peut avoir en disant, ben, on va utiliser la blockchain pour un certain besoin. On se rend compte qu'au niveau légal, eh ben, ce n'est plus possible. Donc, il y a cette partie-là à analyser également. Ensuite, lorsque vous gérez vos utilisateurs, il y a quelque chose qui s'appelle le KYC, donc qui est Know Your Customer, qui en fait nécessite de connaître votre utilisateur. Et encore une fois, mettre ces données dans la blockchain peut s'avérer assez complexe. Donc, il faut prendre ce risque en compte. Lié à ce point précédent, vous avez la gestion RGPD. Donc, typiquement, si vous voulez stocker ou lier des données personnelles sur la blockchain, ce qui est pas recommandé du tout, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc ça, il faut le prendre en compte dès le début. Donc c'est Privacy by Design qu'il va falloir prendre en compte dès le début. Et un autre risque qui est le risque de stockage. Donc, où je vais stocker mes données.
donc soit dans une database privée, soit dans une database décentralisée. Et là, encore une fois, il va falloir prendre en compte ces contraintes-là pour votre projet blockchain. Donc, tous les risques que je vous mets ici, c'est les risques auxquels j'ai pu faire face dans différents projets. Et je vais les citer ici sans rentrer trop dans les détails parce qu'il y a toujours certains qui sont sous NDA. Donc, je ne vais pas pouvoir rentrer trop dans le détail. Donc, le premier projet que j'appelle logistique, en fait, l'idée c'était de gérer le flux d'achat, de la demande d'achat jusqu'à la réception de marchandises et en ayant un paiement automatique en fin de réception. Donc, il y avait des challenges de facteurs humains de validation. Donc, en gros, je reçois la marchandise, mais je valide jamais la transaction. Donc, ça peut être un problème. Des problèmes de confidentialité de transaction, parce que la blockchain est quelque chose qui est transparent. Donc, tout le monde peut aller voir ce qui se passe dedans. Et donc, il va falloir gérer les problèmes de confidentialité si vous en avez. Et un dernier problème qui était un problème de déploiement fournisseur. En gros, pour que ce projet marche, il fallait que tous les fournisseurs aient accès en écriture à la blockchain. Et avant de déployer une solution telle que celle-ci, donc l'idée technique est intéressante, mais pratiquement, arriver à faire que tous les fournisseurs mettent en place une blockchain, c'était pas réaliste du tout. Donc, la décision, ça a été pas de blockchain. Et vous verrez dans plus tard que dans plusieurs cas, il se peut que l'on n'ait pas du tout besoin de blockchain, parce que c'est pas magique. Deuxième projet, une gestion de données, qui était une gestion de données personnelle. Donc là, les challenges étaient d'avoir un token d'échange de valeur de données qui était stable. Donc l'idée, c'était de créer un stablecoin, donc une monnaie stable, pour éviter tout ce qui est aujourd'hui les spéculations et la volatilité de la monnaie. Deuxième critère, c'était la gestion du RGPD. Donc, gestion de données personnelles implique une attention particulière sur ce domaine-là. Donc, ça, il faut faire très attention. Donc, des solutions ont été mises en place. Et dernier point, qui était un point légal, qui était, est-ce qu'on lance un investissement ICO ou STO? Donc, c'est Initial Coin Offering ou Security Token Offering. Donc, qui sont des possibilités d'investissement, pour faire venir des investisseurs sur votre projet. Et là, donc, il y a des problèmes légaux à résoudre qui ne sont toujours pas très bien résolus en France. Voilà. Donc là, l'idée, c'était de lancer une blockchain sur un fork que l'on verra également plus tard, ce que c'est un fork. Et dernier point, dernier projet, donc une marketplace pour s'échanger des informations ou du business. Donc, dans lequel il y avait un problème de timing critique. Donc, on revient sur les risques identifiés précédemment où on voyait un problème de timing. Donc, il a fallu faire un choix de blockchain particulière. Un besoin de transparence et d'audit. Donc là, la blockchain est très bien adaptée. Et un point qui permettait de gérer les litiges. Et donc là, dans ce cas-là, c'était de dire, OK, on ne fait pas de blockchain, on va prendre un smart contract sur une blockchain. Donc, la première question qui peut choquer, c'est est-ce que j'ai besoin de blockchain? Non. Donc là, vous avez beaucoup de projets qui n'ont pas besoin de blockchain, mais le point est un peu plus compliqué que celui-ci. Et on a un organigramme qui a été développé par, alors j'arrive plus trop à lire, en 2018, donc qui explique les différentes options pour permettre le choix d'une blockchain. Et j'ai highlighté 3 points principaux. Et j'en rajoute un 4e. Donc le premier, c'est j'ai besoin d'une base partagée avec plein de personnes que je connais pas forcément. Je vais avoir plusieurs entités en écriture avec des personnes que je peux connaître ou ne pas connaître. Et je n'ai pas de tierce partie de confiance qui va me permettre de valider ce qui est écrit dans la database. Quand vous avez ces 3 points-là, vous pouvez vous dire, oui, effectivement, je peux avoir besoin d'une blockchain. Il y a d'autres facteurs de décision. Et je rajouterai sur ces 3 points-là un autre point qui est la haute disponibilité. Parce que comme l'a expliqué Julien précédemment, une blockchain, c'est ce qu'on appelle un livre de compte partagé et qui est distribué sur plusieurs nœuds. Ce qui fait que si vous avez un serveur, donc si vous décidez par exemple de stocker vos données sur Amazon AWS, Amazon crash, ce qui est très peu probable, mais ça peut arriver. Donc Amazon crash, et ben vous n'avez plus accès à votre application. La blockchain, un nœud crash, vous avez encore des centaines de milliers de personnes qui la font tourner sur leur PC personnel ou sur des serveurs. Donc vous avez accédé à de la haute disponibilité.
Donc, quelle approche pour cette blockchain-là, une fois qu'on a vu qu'il nous fallait une blockchain? Donc, soit on part sur une nouvelle blockchain, donc je ne vais pas expliquer les principes. Donc là, on va avoir, en fait, on va faire face à une complexité de développement, une complexité de gestion des nœuds de la blockchain et une complexité de déploiement de la blockchain. Donc, pour aller dans ce domaine-là, c'est quand même assez compliqué. Il faut savoir qu'il y a 1500 blockchains existantes, donc en faire une nouvelle, ça va pas forcément être une bonne approche. Deuxièmement, vous choisissez de faire un fork. Donc, qu'est-ce que c'est un fork? Un fork, c'est je prends une blockchain existante, je vais voir dans GitHub, je récupère tout le code source et à partir de là, je fais un fork, je renomme les tokens, je renomme tout ce que je veux et je crée une nouvelle blockchain que je vais remettre en open source. Donc là, on s'évite de développer tous les concepts de la blockchain de bas niveau et on va repartir sur des concepts déjà existants, déjà validés, mais il va falloir faire face à une gestion de la divergence par rapport à la blockchain à partir de laquelle on a copié les informations. Et là, il va falloir donc faire deux choses. Donc, faire évoluer sa blockchain et deuxièmement, surveiller les évolutions qui peuvent être des évolutions de la blockchain initiale, qui peuvent être des corrections de sécurité. Donc, il va y avoir quand même un sacré challenge de faire le suivi de ces deux approches pour avoir une blockchain nouvelle, mais qui soit également sécurisée. Et le dernier point, qui est le plus commun aujourd'hui, c'est l'utilisation de smart contracts, donc qui sont supportés par plusieurs blockchains. Donc, on choisit une blockchain existante qui correspond à notre gestion de risque et à nos besoins. Et à partir de là, on va utiliser cette blockchain-là pour faire un smart contract qui va permettre de gérer notre business. Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut focaliser sur notre application. En termes de financement, une nouvelle blockchain ou un fork de blockchain, tant au niveau BPI qu'au niveau investisseur, c'est plus trop d'actualité parce que je vous ai dit, il y a 1500 blockchains, donc une de nouvelles, quels sont les facteurs différenciateurs, comment on va faire pour pouvoir la gérer, comment trouver notre place au milieu de toutes ces blockchains existantes. Aujourd'hui, le BPI ou investisseurs sont plus sur des financements de blockchain avec un secteur, une application verticale, plutôt que sur une blockchain générique qui va permettre de gérer des tokens. Et enfin, au niveau sécurité, donc là, c'est global à toutes les blockchains, donc quelle que soit la solution que l'on cherche, avec des risques plus ou moins grands, donc plus grands pour les nouvelles blockchains et moins grands pour les smart contracts, mais une grosse attention sur tout ce qui est votre infrastructure. La plupart des hacks, encore une fois, se font sur des clés privées qui ne sont pas sécurisées et qui peuvent mettre en risque toute votre application, en fait. D'accord. Donc la blockchain en a le même nom, mais tout ce qui est infrastructure, une très grosse attention à avoir là-dessus. Et un dernier slide, donc, qui a médité ensemble. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé d'écologie. Et il y a un site qui s'appelle Bitcoin Energy Consumption Index. Et en fait, sur ce site-là, on voit que la consommation énergétique, donc d'électricité, pour miner le Bitcoin uniquement le Bitcoin, correspond à la puissance consommée au Chili, c'est 73 terawatts. Alors un réacteur nucléaire, c'est aux alentours entre 6, 8, 10 terawatts maximum, donc il faudrait une dizaine de réacteurs nucléaires pour pouvoir miner la Bitcoin. Donc ce qui est ce qu'on a appelé tout à l'heure le proof of work, qui est très consommateur en énergie. Donc là, sous ce principe-là, Bitcoin ont généré des tonnes de forks. Et ces forks-là, en fait, consomment pas autant d'énergie, parce que Bitcoin, c'est 65% de toutes les crypto-tokens sur Internet. Mais c'est un point à prendre en compte pour les sociétés sensibles à l'écologie. Et également en émissions de CO2, quand on produit de l'électricité, donc 36 mégatonnes de CO2 par an. Donc ça correspond à l'émission de la Nouvelle-Zélande. Donc pour éviter ça, il y a des alternatives, type Ethereum, EOS, IOTA, qui n'est pas une blockchain et un DAG, on pourra discuter de ça plus tard, et Stellar, qui est un autre type de blockchain. Et donc en conclusion, donc la blockchain ne résout pas tous les problèmes, donc c'est pas magique. Il faut l'utiliser pour ses avantages techniques qui sont évidents pour certaines applications, et surtout bien gérer les risques pour réussir votre projet. Donc ça, on peut en parler ensemble.
Voilà pour moi. Fabienne? Merci beaucoup, oui. Merci beaucoup, Bruno. Donc, je vais reprendre la main peut-être pour aborder les questions. N'hésitez pas, encore une fois, à poser vos questions dans le module en bas à droite. Il y a déjà quelques questions qui sont posées. Donc, je vais commencer par une question. La blockchain est un ensemble intégré. Quels sont les impacts humains? Aucun contrôle ne serait-il pas dangereux? Les emplois ne vont-ils pas être détruits? C'est une réflexion un peu philosophique. Je sais pas qui veut répondre de Julien ou Moi, ma Bruno. vision, c'est que la blockchain, en fait, comme j'ai dit, c'est un ensemble de technologies qui restent. Les technologies restent des outils et c'est en fonction des cas d'usage qu'on va mettre en œuvre qu'on va avoir des impacts positifs ou pas. La preuve, sur les 3 cas d'usage que j'ai présentés, il y en a 2 quand même qui sont très positifs. Le premier qui en faveur de l'emploi et de la formation, et le second pour lutter contre les violences. D'accord. Oui, Ensuite, oui, Bruno, tu veux non, ajouter quelque chose? c'est juste pour compléter sur cette question-là. C'est clair que c'est une boîte à outils, la blockchain, à utiliser ou pas pour vos projets, mais elle n'a pas d'impact humain comme pourrait peut-être l'avoir l'IA dans certains domaines. Si c'était ça la question derrière. D'accord. Une autre question, quelle est la proportion de blockchain publique versus privée en France? Je me permets, Julien, je réponds. Donc, les usages aujourd'hui en France sont majoritairement sur des blockchains privées. Les blockchains publiques étant principalement utilisées pour les crypto-monnaies. Et il y a encore des problématiques réglementaires qui font que un certain nombre de projets, de cas d'usage restent limités sur des blockchains publiques. Mais ça a tendance à évoluer puisqu'il y a de nouvelles réglementations aussi bien au niveau local, français, qu'européen. Voilà. D'accord. La blockchain est-elle vraiment une technologie d'avenir compte tenu des enjeux énergétiques? Quelles économies entraîne Ethereum ou autres par rapport au budget colossal du Bitcoin? Ouais, je vais bien répondre sur celle-ci. Oui. Donc les enjeux énergétiques, ça dépend, comme je vous ai dit à la fin, sur les différentes blockchains que vous allez utiliser. En comparaison, je prends vous avez vu les chiffres de Bitcoin. Si je prends en comparaison, par exemple, EOS, au niveau du minage, on va avoir 21 personnes qui vont être élues pour pouvoir faire un minage. Et donc, au lieu de se retrouver avec des poules de mineurs qui vont être des centaines de milliers à faire des calculs, on va se retrouver avec une vingtaine de personnes qui vont faire les calculs et arriver à trouver à faire le minage. Également pour Ethereum, il y a de nouveaux protocoles qui sont en place qui s'appellent Proof of Stake, qui vont en fait permettre d'avoir une consommation bien moindre du minage. Ouais, Julien, je vais me permettre de compléter aussi pour souligner que aujourd'hui beaucoup d'applications du numérique sont consommatrices d'énergie, pas que la blockchain. Les mails qu'on envoie via des plateformes comme Google, Gmail consomment beaucoup d'énergie. Tout ce qui est streaming, vidéo, YouTube, Netflix sont très consommateurs d'énergie. Donc la blockchain, effectivement, le premier protocole du Bitcoin est lui aussi consommateur, mais on voit qu'il y a ça s'améliore sur certaines blockchains, certains consensus. Il y a aussi des améliorations au niveau matériel. Il y a des acteurs comme Intel qui travaillent sur des puces permettant de traiter les algorithmies nécessaires aux technologies blockchain, tout en étant beaucoup moins consommateur d'énergie. Donc c'est une situation qui évolue. D'accord.
Alors, une autre question, d'abord à Nexus, d'abord, puis ensuite à CIMAG. Combien de temps cela coûte de mettre en place une fork? Faut-il une équipe? Et si oui, de combien de personnes? Alors, ça va dépendre de vos développeurs et des personnes qui l'ont déjà réalisé ou pas. Avec une personne qui l'a réalisé, en 2-3 mois, on peut arriver à faire un fork. Mais il faut, la grosse partie, ça va pas être ça, ça va être d'analyser avant les différents efforts qu'il va falloir mettre en place, et voir avec qui vous allez pouvoir mettre en place et quels vont être les individus ou les développeurs que vous allez avoir sous la main. Donc soit c'est des débutants qui n'ont jamais touché ça, et là ça va être très compliqué. Soit vous allez avoir des personnes qui s'y connaissent, et là ça va être beaucoup plus rapide. J'ai connu une personne qui a fait un fork toute seule, mais qui était expérimentée dans ce domaine-là. Donc la première fois c'était très long, et les fois d'après beaucoup plus rapide. D'accord. La mise en place d'un projet blockchain nécessite-t-il de refaire son SI? Je peux peut-être prendre la réponse. Il y a toujours un impact sur le SI parce qu'on va devoir créer des interfaces avec un nouveau système. En fonction des cas d'usage, les impacts seront plus ou moins importants. Il n'y a pas de règle en termes de. D'accord. Ok. Oui. CIMAG, justement, je poursuis avec toi, Julien. Cette application sur la violence, la lutte contre les violences, c'est vraiment génial. Félicitations. Est-elle déjà déployée? Elle sera déployée à partir du 18 mai. D'accord, merci. Si on décide de partir sur une blockchain existante uniquement pour la partie traçabilité, quel est le choix le plus judicieux? Est-ce que vous avez assez d'éléments pour répondre? Oui. Pour traçabilité, il y a l'idée, en fait, la base, c'est de partir sur un smart contract. Déjà, je peux, à chaud, hein. Ça fait partir sur un smart contract. Aujourd'hui, la référence, c'est Ethereum. S'il n'y a pas plus de contraintes que ça, un smart contract sur Ethereum, ça serait pas mal. Mais après, il faut voir les autres contraintes qui sont, les autres contraintes ou risques que vous avez dans votre projet. Et après, on peut repartir sur les risques que j'avais soulignés, en fait, des problèmes de timing, de validation. Et puis voilà. Il y a une personne qui mentionne qu'elle a des technologies comme Hyperledger pour la traçabilité. Oui, Hyperledger, c'est une blockchain qui était faite en consortium avec IBM. Donc oui, c'est une des solutions. C'est une des solutions également. Et je souligne aussi qu'Hyperledger, en fait, c'est plusieurs blockchains différentes. Hein. Donc il y a la partie IBM, il y a aussi Intel qui a investi sur la partie Solto, qui est aussi très intéressante, et sur lequel on travaille avec, notamment sur le projet Smart IoT. D'accord. Et dans le domaine justement agroalimentaire, une personne pose la question concernant la traçabilité dans le domaine agroalimentaire, quelle blockchain est le mieux adapté? C'est les mêmes réponses, incluant Hyperledger également. D'accord. Une autre question sur le suivi des vaccins. Y a-t-il des projets en cours sur la blockchain avec le suivi des vaccins? Si vous êtes au courant. Excuse-moi Bruno, moi j'ai vu en faisant un peu de veille qu'il y a plusieurs startups effectivement qui ont présenté qui ont ce type de projet. Effectivement, la blockchain est bien positionnée pour faciliter le traçage et surtout la confiance entre tous les acteurs. D'accord. Une autre question. Oui. Et j'en ai vu sur le Covid également. Donc qui permettent en fait de suivre les personnes ou les personnes immunisées par exemple. Donc on retrouve bien un besoin de base partagée, plusieurs entités en écriture, donc c'est les différentes personnes qui vont mettre leurs données à l'intérieur, donc plusieurs personnes qui vont les lire également,
un laboratoire qui va pouvoir écrire les résultats, par exemple. Voilà. Donc, on se retrouve bien dans le concept de la gestion de blockchain qui pourrait faire sens. D'accord. Il y a une personne qui mentionne le projet Crystal Chain, un projet français qui travaille sur la partie médicale blockchain. Une autre question par rapport à la propriété intellectuelle. Si on utilise un code open source, le code développé doit-il être aussi open? Et si oui, comment gérer la propriété intellectuelle avec de l'open source? Sur ce point-là, si vous prenez du code open source et que vous ne le modifiez pas en général, hein, je parle en général, parce qu'il y a des licences MIT, il y a plusieurs types de licences. Donc, si vous ne modifiez pas ce code et que vous l'intégrez à votre projet, vous n'êtes pas obligé de publier votre code. Par contre, si vous prenez du code open source, que vous le modifiez, que vous l'utilisez, là, par contre, il faut le publier. Donc, c'est dans les règles de licence. Donc, vous en avez plusieurs. Vous avez Apache, vous avez GLPG, quelque chose comme ça, MIT et d'autres types de licences. Et donc, il faut regarder dans les détails ce que vous pouvez faire ou pas avec. D'accord, merci Bruno. Une question pour toi, Julien, sur le projet Open Emploi. Une personne qui ne comprend pas en quoi la blockchain peut aider à valoriser des compétences. Comment est-elle utilisée? Elle est utilisée par facilité. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a énormément on voit que dans le monde actuel, le circuit de formation n'est pas linéaire. Hein. On a des formations de tout type, scolaires, en entreprise, en webinar, enfin en mode privé. Énormément de personnes aujourd'hui se forment aussi sur leur temps extra-professionnel. Il y a de plus en plus de mécanismes de certification de ces formations, notamment l'Open Badge. Donc le but de la blockchain, l'objectif, c'est d'associer la blockchain aux Open Badge, déjà pour certifier et tracer et s'assurer qu'il n'y a pas de triche hein, dans les certifications. Donc ça, c'est le premier usage. Et le deuxième usage, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de référentiels utilisés. Il y a le référentiel qui est utilisé dans les entreprises, il y a le référentiel qui va être utilisé par Pôle emploi, il y a un autre référentiel qui va être utilisé par l'APEC, et la blockchain va faciliter l'interconnexion entre les différents référentiels. Voilà, d'accord. C'est clair. Ok. Pourquoi, bonjour, la blockchain peut-elle se justifier pour un suivi de maintenance industrielle? La blockchain peut-elle se justifier pour un suivi de maintenance industrielle? Qui veut prendre la parole? Julien, oui, tout à fait. Je vais présenter ce cas d'usage, mais c'est un cas d'usage, nous, sur lequel on travaille aussi. D'accord. Que conseillez-vous pour une formation dans le domaine donc blockchain? Quels organismes, s'il vous plaît? Vous avez des éléments là-dessus? Je vais citer, il y a une école aujourd'hui, à l'IRA, qui a entamé un premier cycle de formation, mais je crois qu'il est sur Paris. Mais c'est en train de s'organiser. Hein. Je citais tout à l'heure le projet Smart IoT for Mobility. Il y a plusieurs entités de l'Université Côte d'Azur qui sont impliquées. Et dans les mois à venir, les formations vont se multiplier à tous les niveaux, aussi bien techniques. J'ai vu que Sciences Po avait rajouté aussi un module. Voilà, donc ça se développe. Ok. Enfin, peut-être dernière question, parce que la fin approche. Vous avez parlé de la consommation d'énergie du Bitcoin. Avez-vous des valeurs de consommation d'énergie sur les blockchains que vous avez créées? Je pense que c'est une question pour moi. Oui, c'est pour toi, oui. Non, je n'ai pas les valeurs. On doit facilement les trouver.
Mais c'était un de mes points d'attention en fait. Je vous explique pourquoi. C'est qu'en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai commencé par du minage moi-même pour vérifier, pour comprendre comment ça marchait. Donc c'est mon premier contact avec la blockchain. C'était pour miner du Litecoin. Et donc j'ai acheté deux mineurs qui faisaient 800 watts chacun, qui minaient tous les jours et qui rapportaient de la crypto-monnaie. Et effet exceptionnel sur Aix-en-Provence, il s'est mis à neiger une fois. C'est assez rare, mais j'avais de la neige sur mon toit. Et comme les mineurs font beaucoup de bruit, je l'avais mis dans mon garage. Et en fait, une fois en sortant, j'ai vu que juste à cet endroit-là, il n'y avait pas du tout de neige, tout avait fondu. Et je me suis dit, waouh! Donc, c'est comme ça que j'ai vu l'impact. Et c'est pour ça que depuis ce temps-là, je cherche en fait de mon côté toutes les blockchains qui n'utilisent pas ce système de proof of work. Donc, j'ai analysé tous ceux qui existaient, basés sur l'armée byzantine, basés sur le proof of stake, delegated proof of stake, enfin tous les systèmes qui existent dans les différentes blockchains, pour arriver en fait à me focaliser sur des systèmes qui consomment largement moins en termes de gestion de consensus. Voilà. Je suis pas allé chercher celles qui consomment le moins. Ça serait un bon exercice à faire, mais je n'ai pas les chiffres, mais on peut les trouver si la personne est intéressée. D'accord. On pourra revenir à cette personne avec des éléments chiffrés, post-webinar. OK. Et allez, enfin, dernière question. Elle a été posée 2 fois. Quelle différence entre blockchain et IoT? Entre blockchain et quoi, excuse-moi? Et IoT, Internet of Things, Internet des objets. C'est complètement. Voilà, c'est deux technologies totalement différentes, effectivement. Blockchain, c'est un ensemble de technologies qui facilitent l'échange de données. Les IoT, c'est tous les systèmes connectés à Internet. Donc, nos smartphones, ce sont des IoT. Il y a énormément de systèmes IoT différents, donc c'est pas du tout lié. Et en fait, en exemple, vous avez la blockchain qui s'appelle IOTA, enfin qui n'est pas une blockchain d'ailleurs, qui est un DAG, c'est un Direct Acyclic Graph. Donc c'est un mode différent en fait qui a été développé justement pour gérer les transactions, on va dire type blockchain dans les IoT, qui eux ont très peu de consommation à disposition, donc ils ne peuvent pas faire des minages très compliqués. Et donc IOTA essaye de pousser je vais appeler ça une blockchain par abus de langage, qui permet de consommer très peu d'énergie pour les IoT. Donc l'IoT peut utiliser la blockchain. Voilà. Et voilà, et pour compléter, Solto aussi, Solto est embarquable sur des IoT, sur des objets embarqués, connectés. Et pour finir, il peut par contre avoir des interconnexions entre l'IoT et la blockchain, puisque la blockchain peut permettre de sécuriser un parc d'IoT, par exemple, et s'assurer et éviter des cyberattaques sur ce parc d'IoT. Ok, merci pour cette réponse. Allez, une dernière question qui va éclairer peut-être beaucoup de participants. Les crypto-monnaies sont-elles aujourd'hui purement spéculatives? Bruno, tu veux prendre la parole? Oui, allez. On va dire, enfin, c'est pas des chiffres officiels, mais je pense qu'il y a quand même 80-90% de spéculation, même 95 ou 98% de spéculation. Et le reste, c'est des achats ça peut être des achats de tokens pour pouvoir faire des applications réelles. Donc oui, il y a beaucoup de spéculation. Aujourd'hui, il y a, je sais pas combien aujourd'hui, mais j'ai aux alentours de 250 milliards de dollars en crypto tokens. C'est pas beaucoup comparé aux banques globalement. Donc les banques peuvent facilement manipuler les cours si elles veulent, ou d'autres organismes qui utiliseraient ça. Et donc c'est très volatile à cause de ça en fait. Et on voit quand une crypto-monnaie baisse, toutes les crypto-monnaies baissent. Quand il y en a une qui monte, toutes montent. Donc c'est quand même très spéculatif. Okay, mais ça n'empêche pas qu'il y a des vraies applications derrière qui utilisent vraiment la blockchain pour ce qu'elle
pour ses avantages techniques. C'est autre chose, c'est deux mondes différents. Ok, merci beaucoup Bruno pour ces précisions. Je vais juste rapidement vous informer sur les prochains webinaires si vous êtes intéressés. Donc une deuxième session, hein, normalement vous devriez être informés, en tout cas les 84 autres personnes qui n'ont pas pu se connecter ont dû être informées par mail il y a à peu près 40 minutes. Qu'une deuxième session va être organisée le 11 mai à 15 h, hein, donc toujours avec Julien et avec Bruno, hein, pour éventuellement répondre à vos questions et présenter à nouveau donc cette session. Donc si vous avez participé à celle-ci, merci de ne pas vous inscrire à la deuxième, puisqu'on aura peut-être à nouveau un problème de limite technique à 101 participants. Ensuite, un autre webinaire aura lieu le 13 mai. À 11 h également, autour des projets européens, donc des différents dispositifs de financement pour les projets innovants, qu'ils soient collaboratifs ou monopartenaires. Et enfin, un autre webinaire également sur aussi un dispositif de financement qui est autour des challenges IA de BPI, qui lance nationalement des challenges, avec un appel à projet lauréat, un appel à projet Startup PME, pour toute PME IA qui souhaite répondre et apporter une solution technique aux challenges IA qui seront présentés par 4 grands groupes, 4 sponsors, donc le 20 mai à 11 h. L'inscription, je vous rappelle, est entièrement gratuite, mais obligatoire. Et enfin, je vais faire aussi des journées transport et logistique, transport de biens et de marchandises, et une journée Smart City. Donc, si vous êtes vous-même, d'ailleurs, vous connaissez des donneurs d'ordre ou des acteurs clés, des acteurs qui ont une démarche d'innovation notamment importante sur ces deux filières, autour de la logistique optimisée, de l'empreinte carbone dont on a parlé d'ailleurs encore ce matin, du pilotage énergétique, smart building, tout ce qui est vidéosurveillance dans la Smart City. Je suis intéressée, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos éventuels contacts. Je voulais aussi donc vous remercier pour votre participation. Vous rappeler le rôle de SCS sur l'aiguillage, on le voit sur des dispositifs financiers éventuels, et d'ailleurs des prochains appels à projets européens autour de la blockchain devraient d'ailleurs apparaître dans les prochaines semaines. C'est important pour nous de partager toutes ces initiatives, tous ces projets autour de la blockchain, parce que justement, un des défis de la blockchain, c'est de faire travailler des acteurs qui ne se font pas naturellement confiance. Donc SCS est là, comme tiers de confiance, si vous voulez, pour faciliter vos échanges, vos partages d'expériences. Et on essaiera de mettre en place une réunion physique à la rentrée, si le confinement nous le permet, pour pouvoir justement faciliter les retours d'expérience et vos cas d'usage concrets entre vous. Voilà, je remercie Julien pour sa communication très efficace, qui nous a permis d'atteindre un nombre record d'inscrits et de sessions qui vont, j'espère, satisfaire tous les inscrits. Et Bruno également pour sa disponibilité constante, quel que soit le sujet à traiter. Je vous donne rendez-vous donc pour les prochains webinaires 11, 13 ou 20 mai. Je vous remercie encore de répondre au questionnaire qui va s'afficher dans quelques secondes. Je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt. Bonne journée à tous. À bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.